OK. On va commencer. Là, les participants vont rentrer au fur et à mesure dans les prochaines minutes. So, Kyle, j'ai le plaisir d'accueillir deux cofondateurs aujourd'hui, donc Kyle Boulay de Buzz.com, ex-cofondateur de Buzz.com, et Marina Pavlovic Rivas, qui est cofondatrice de Eli Health. Donc, très content. C'est l'avant-dernier webinaire que je fais. Donc, on est rendu à l'édition numéro 20 aujourd'hui. Webinaire qu'on a commencé durant la pandémie en mars pour inspirer les entrepreneurs, discuter des enjeux durant la pandémie, mais aussi post-pandémie, relance économique qu'on a abordé. Puis on a eu la chance d'avoir des super entrepreneurs à date. Donc, on en a encore aujourd'hui. Très heureux de t'avoir avec nous. Kyle, veux-tu allumer ta vidéo? On va partir de notre discussion avec Kyle Boulay, donc ex-cofondateur de Buzz.com. Entrepreneur aguerri, super content de t'avoir. Thanks for being with us today, Kyle. Hi, everybody. Thank you. Excuse me. Thank you so much for having me, Patrick. Looking forward to the discussion. Yeah, well, it's, this is, as I said, sort of a, informal chat on entrepreneurship and what drove you as an entrepreneur throughout the years. I mean, you were at the one of the instigators of Buzz.com, joined your co-founder in 2014. So 6 years in, it's quite a ride. And I remember seeing your pitch at Founder Fuel. It was probably one of the best pitches I've ever seen of a startup. And oftentimes when I coach entrepreneurs, I refer to Buzz.com. Back then it was Share the Bus, right? Your pitch at Founder Fuel, which was fantastic. So congrats on that 6-year ride, and happy to have 20-25 minutes with you, Kyle, today. So thank you so much. That's extremely kind, and super happy to be here today. Patrick, I know how much you do for the ecosystem, and I'm a big fan and happy to share this time with you as well today for the next 25 minutes. Yeah, well, it's I always think back on my own experience when I have a chat with entrepreneurs like you today. I think back on my experience as an entrepreneur and founding companies, and how demanding it is, how involving it is, and also how gratifying it is. Let's just start off with that. I mean, you've got perspective today after having left Buzz.com earlier this year. Maybe just give us I don't know, it's not a topic we had on our list, but maybe just give us a sort of perspective on how you feel moving on, and glad to have a discussion on your future projects as well later on in our chat. But let's just have your perspective on that, like leaving Buzz.com, but how you feel today looking back on all that, on those 6 years, right? Yeah, it's a great question. I think a common thread in a lot of the conversations that I have with other first-time entrepreneurs, but really I think founders and entrepreneurs of every project that they're running. You can sometimes, but I think especially the first time around, you can sometimes have this drive to want to you learn so much so fast, and you keep going, right? You're just like on to new learnings. Ultimately, startups are about your capacity to learn and grow while moving extremely quickly. And I've got to say, it's been really, really nice to have the last, 7 or 8 months to reflect and, unpack some of my experiences a little bit more delicately and at a more digestible pace because it was quite a ride there for the
the 5 years that I was full-time engaged with Bus. I remember, I remember when I left the week after I had left Teo Taxi 2.5 years ago, I just felt like I jumped off a train that was rolling at like 500 kilometers an hour, right? And I was rolling in the dust. Definitely. But also there's that, there's that perspective that you gain, and the calmness that settles in. It's pretty soothing actually to be able to, kick back and just like, okay, I'm not in the grind anymore. Absolutely. I can start looking forward, but there's also, it's a bittersweet experience as well. I'm sure that you felt that way as well. But again, you get an understanding of how much you've learned in such a short period of time. I'll often say that to, some entrepreneurs have actually asked me, oh, should I be doing an MBA? My God, you don't need to do an MBA. I mean, you've been through 7 MBAs in the last 6 years, man. It's like in some ways I think that's true. Yeah, for sure. I am a fan of education of all sorts, and I think there are, I think those decisions are sometimes dependent on the people, but I will say that I was surprised by I think when you're in it, you don't realize, especially first time around, you don't realize the perspective change when you're not in it, and so that's been really really gratifying, and like you said, very calming to kind of to be able to reflect on these things from a short distance away, but from the outside in many ways. So that's been a very rewarding experience. So it is, and let's go back to the onset of this experience. You joined Wolf, your co-founder, soon after he had initiated the project, and what led you to join that and co-create Share the Bus and bus.com with him? How did that happen? Yeah. It's a great question. I've always been a very passionate individual. So I think often the way that memory works is we look back and we try and justify our actions, and sort of explain them in a reason. We call that retrofit. Yeah, exactly. So I don't know. I really feel like sometimes you just have a connection with an idea or concept or person, and you just kind of that's kind of how I kind of go with the flow sometimes. But ultimately, I think there were some pretty obvious factors that led to me being interested in collaborating with him and working on what was the beginning of bus.com. I've always had a background in service and service design. At the time I was working on another startup that was also it was an iPad app for small businesses employees, and ultimately it was kind of differentiating based on some of the service components of that business model as well. And I used to spend a portion of my time while I was working on that and doing some freelancing as a front-end developer and designer, kind of volunteering my evenings or weekends with different ideas that I thought were interesting. Being a giver to the community. And so when I met him, he was coming out of a startup weekend where he was heading into it actually, and he had a pitch, and I heard it, and I just connected with it, and I gave him a few pointers that I think resonated with him. And a few weekends later, after the startup weekend, which was a growth experience for him, I built the first version, or kind of came up with the name and the logo and the designs for the first version. And over the next couple weekends, I completed kind of building the MVP, and then kind of went back to my day job, and so did Wolf. And shortly afterwards, I got a job at Lightspeed, and that was a great experience. And about, I don't know, I guess 8 or 10 months later, we had a client kind of find out about the service, and things kind of took off. And we got our first investment from Founder Fuel. And that's when we kind of quit our day jobs and focused on it full time. But I think, in this model specifically, what interested me is
really this idea of differentiating based on service, so I think, the bus industry isn't always one that is, associated with amazing customer experiences. And that was something that resonated with Wolf and I a lot, and particularly me in terms of trying to innovate that. And that's where the name Share the Bus came from. It was really around, sharing the bus, sharing the experience, making this a collectively joyful experience for all the participants. So. Yeah, and it's a services business, as you said. And I remember, one anecdote, maybe you forgot. 2 years ago, my daughter was graduating in secondary 5, right? And they had I think an urgent matter to resolve, and we got to reach you. I think you were on vacation in Ireland or something. Yeah, I remember it was in the weekend. I forgot about this. Yeah, forgot it. You answered, right? So you saved the graduation party for my daughter's promotion. They were all thrilled, So I got to be the hero, but I said, no, I'm not the hero. It's the startup who did it, right? It's bus.com. So yeah. Well, I mean, that was thanks to, Wolf's close relationships with the operators and the relationships we built over the years. And that was really always our kind of duo, was, me on the service side and him on the logistics. Yeah, exactly. Operations. Yeah. And it is an operational, intense business. Let's talk about your milestones in growing bus.com, because you grew the business significantly. Just give us an idea of what are the major milestones that you remember, as being important and sort of foundational to the company. Yeah. I'm spending a lot of time now with like early stage founders, and it's really cool to be a part of helping them, build and design the foundations of their company. And I think for me too, as you mentioned, the company has grown a lot and has had a lot of milestones in recent years, but I still kind of think mostly about the early stage milestones, the things that really set the foundation for Share the Bus to become what it is today. And I think those things really ultimately were like, getting into Founder Fuel. We didn't know much about the venture scene. We didn't know much about venture capital. And that was a kind of serendipitous thing for us in more ways than one, because, our office was on Park, directly across the street from the Rialto, where the Founder Fuel was happening. And, I was there. And I had, this was the one before ours. And I had a friend from Ottawa, Brandon Wazelnuck from Tattoo Hero, shout out to him. And he was in that batch, and that's why I went. He was like, "Oh, we're just across the street. You should come check it out." And we kind of randomly met Gabriel Sundaram there, who was the first person that we kind of pitched the idea to. And I think he had a good poker face, which I later realized, because I think he was pretty excited about what we were building. And eventually, that kind of got us into Founder Fuel. Through there, we were able to raise some angel rounds. I think certainly, the first investments in the company will always be big milestones for me personally. And then, getting into Y Combinator and having this amazing experience living in a house in Menlo with our early team. And ultimately Gabriel Sundaram, the person that kind of we first pitched to ever, ended up joining our board initially, and then joining the team as a COO. And I think that was a really big milestone for us as well. Gabriel, had been part of the sort of very early team at Real Ventures and had a wealth of startup experience, and was really able to help us mature our perspectives and in our operations. And that was a big one for us. And then, of course, lucking out and me going to buy one domain name, and through that through the YC ecosystem, kind of finding out bus.com was available. And how much did you pay for that domain name again? Remind me. It's a ridiculous amount. I don't think that's something I'm but we got it. You got lucky. We got a great deal that we sometimes entrepreneurship is about opportunism and knowing when to kind of test your luck. And we did that there, and we got really lucky. And
And certainly that was a milestone to remember. Yeah, definitely. Yeah, getting and it's a question some have raised with me, like how did they get that domain name? Bus.com, so generic. You would have thought that a big business would have bought that long time ago. An Uber, like a Lyft would have bought that domain name somehow. Yeah. In planning for expansion eventually. So you guys got really, really lucky on that. Yeah. So yeah, I get those milestones, and definitely that first funding round is it's exhilarating, actually. It's Totally. It's really exhilarating. But when it's exhilarating, but the next day it's daunting, because you have to spend the money, and you've already spent a bit of that money already, because you were going for funding, and it's always longer than you think, right? So so you've got that stress as well, but it's at the same time it's exhilarating. Looking back on that experience, Kyle, what are the big lessons? I asked that question to all the entrepreneurs that have grown their companies. Yeah. What are the big lessons you're taking out of this experience? Well, I don't want to take the rest of the time. I know we have another great entrepreneur to speak to here. I've had a lot of obviously just so much lesson, so many lessons, and just so many amazing things that I learned. Ultimately, I had experience kind of managing and running some pretty interesting small businesses before this, but ultimately I think, in the startup world, I was a designer and front-end developer, and that's kind of what my exposure had been. That's what I was doing for Dax and Lightspeed when I was there. And so and so I really learned kind of like, as you mentioned, it was kind of like a very intensive MBA. I learned ultimately, I think what's really interesting and ultimately challenging about it is you're kind of battle testing all of your strengths and weaknesses in real time. And you're learning, what you're good at, what you kind of know, but you need to figure out what you don't know, and constantly surround yourself by people who can help with that. So ultimately that's how I kind of learned to be a leader, to be a CEO. I learned how to build valuable relationships, and I built so many of them, and I'm very grateful for those, not only here in Montreal, but California and all over the world. I learned kind of different frameworks and mental models for evaluating all aspects of the business, and ultimately kind of how VC works and all of these things. I mean, ultimately all these things were kind of learned on the go. So I think one of the more interesting kind of takeaways for myself, I think, is I never really considered myself to be an intellectual, or to be kind of, I never thought about, applying to Harvard or any of these things. But, through YC and my time in California and all these experiences, I've really kind of found myself in a community of peers that do have that background and credentials. And I've been, very surprised that, kind of the value I'm able to bring to those communities and how comfortable I feel there. And so, that's been very kind of a growth experience for me too, and very confidence building. And, those are kind of the online communities that I'm, spending most of my time in now during quarantine, and hopefully in person, after the fact. And it's really fun to be able to bring a specific type of value to that community now. And have more time to do that now that I'm not full-time engaged anywhere right now. So yeah, true, very true. And when you look back on that experience and talk about your lessons learned, is it comes down to human experience. It's about what I've learned. You realize today that you're able to compare your experience with folks that have an MBA degrees and whatnot. So, I think that learning through entrepreneurship is an incredible experience. So yeah, and it brings me to my other question, which is pride.
when I left Teo, I was super proud, and I still am today. Even though the company went under, you consider that as a failure, right? Because it's the company went belly up. Yeah. Now it's reborn again, but we had to leave that company at a time when it was difficult, but I still have a lot of pride in what we built. Yeah. What makes you proud of what you built with bus.com? What do you take away from that? I mean, yeah, it's a great question. I think it's a big one. I think on the one hand, I think I'm very happy to have such a rich foundation of experiences to continue to like unpack for myself, individually, and I think that that's true for many people, or in fact probably most people who are part of the journey in some way. But I think we were always very mission oriented from day one. And so we were very focused on, our customers, and the bus operators. And I think, the product of the organization, the employees and these things. And so, I hope that in some way we've made, those people's lives better, and hopefully that's something that will, continue to kind of stand the test of time. And, learned a lot of lessons along the way of those things as well, or towards that goal. But I think ultimately the reason why I'm interested in entrepreneurship is the opportunity to improve people's lives, whether it's our customers or suppliers or the people part of the team. And I think that's a common thread throughout all of the entrepreneurs I've had in this show in the last 9 months. It always comes down to the team, the people that you've influenced, that you've touched on through your business. It boils down to that. Yeah. Asked the question to Ethan Song 2 weeks ago, yeah. and they all bring it down to human experience and how they've been able to help others succeed. Whether it's clients, whether it's their partners, as you mentioned, but oftentimes it comes back to the team, right? The folks that you've touched on. So I think that's a great answer. But there are others, but I think it boils down to, I can't say that it's statistically valid that I've had that response from 20 entrepreneurs this year, but it's pretty consistent. Well, sorry, go ahead. There, though, I think it's becoming a topic. I think lifestyle and fulfillment in terms of our day to day and these things is definitely a topic that's becoming more important to younger generations. I'm a little bit younger than my mid-30s, we'll say, and I definitely see it among younger entrepreneurs and stuff where I think younger people than me colloquially say happiness is the new rich type thing, and I definitely think fulfillment is a big part of that on the happiness side. And I think businesses are just organizations like any other, and they can be a vessel for that fulfillment for so many people. So that's kind of what attracts me to it, and I think that's probably true for a lot of entrepreneurs. And keep with that, with that in mind in your future projects. And let's just talk about what you have in store for what's the next chapter for you. What does it look like? Yeah, it's a good question. I mean, I have been spending, most of my time since leaving kind of on the mentoring and coaching front. And that's really kind of just so great. I really have a deeply ingrained spirit of service, and I really love to help others. And so it's been really, really, really great to kind of see myself and test, where I can see myself adding value to entrepreneurs and test where I can best do that. During quarantine, I've joined a few different communities that have been a great outlet for that. One of them is On Deck. It's like a new community in based out of the Valley, and it's a really great place to explore what's next. If you have a specialty or a kind of like a very great skill set, but you're looking to surround yourself with people with complementary or different skills, I would highly recommend it. I'm also, of course, an entrepreneur in residence with Startup.
and have been advising, I guess you guys or us on building a program to support later stage companies, which launched recently. It's called the Invincible Collective, and that's also been an amazing outlet for making the most of some of my experiences. So that's really what I'm doing. I'm currently certifying as an international coach as well, and going through that training, and so I'm really enjoying that experience. And so yeah, if anybody out there thinks I can help, please feel free to reach out. I'll be launching a website soon. I'll be posting on my LinkedIn, and also I do free consultations, or couple of free conversations here and there. All I ask is for a modest donation to the dog rescue that I support in exchange. So Cool. that's kind of how I've been That's doing. cool. That's cool. And are you going to be using Julien Smith's new platform, Practice? Yeah, I already am. Yeah. Okay, good. I think I'm the most active user. I am giving the most active user feedback. So yeah, that's exactly what I was thinking. You're the early adopter type of client that they're looking for sure. The coaching world is really interesting. I think it's really great that Julian's trying to support that, and he has a long-standing kind of history with that through his father. I believe was a coach, and this is a world that's growing quickly, and I think the more support we can build around our entrepreneurs, the better off we'll be. Amazing. And I think our time's up, Kyle, and it's been a pleasure. I think we could have extended that definitely for another 30 minutes for sure. But hope to cross paths with you in the next months. And good luck with the future project of with the Invincible Collective and your coaching experience. And hope to see you soon. Thank you so much, Patrick. It's been a pleasure chatting, and I know I believe you said this is one of the remaining ones here. So enjoy it, and thanks for everything you do for the community. I know you'll continue to do that moving forward as well, and look forward to chatting again soon. All right, thanks, Kyle. Take care. Ciao. All right, moving on to the next guest. Nous avons Marina Pavlovic Rivas. Bonjour. Salut. Marina, comment tu vas? Bonjour Patrick, ça va bien toi? Ben oui, super content de t'avoir avec nous. Merci pour l'invitation. Ça fait plaisir, puis ça fait plaisir de t'avoir ici, distinguée aussi. Donc, cofondatrice de Eli Health et aussi membre distingué du conseil d'administration de Bonjour Startup depuis la semaine dernière. En fait, on l'a annoncé il y a quelques semaines en octobre, donc bienvenue parmi nous. Très heureux de t'avoir avec nous aussi aujourd'hui dans sa 20e édition de Mercredis Startup. On ne sait pas si on va continuer après Noël, après mon départ, mais il y a une possibilité. Là. Si on arrive à trouver un entrepreneur en résidence qui souhaite prendre le relais, ça ferait plaisir. Fait que je fais un petit wink-wink à Kyle, là, qui est peut-être toujours là avec nous. Mais ça ferait vraiment plaisir de voir ce format-là de discussion informelle avec les entrepreneurs se poursuivre pour qu'on puisse archiver ces discussions-là, puis garder une mémoire, garder une trace de tous ces témoignages. Tu sais, ça fait déjà une vingtaine, on a peut-être une cinquantaine d'invités depuis mars, depuis la pandémie, puis en espérant de pouvoir poursuivre cette tradition-là par après. Puis le but, c'est de célébrer l'entrepreneuriat par les témoignages. Tu sais, le storytelling est super important en entrepreneuriat. C'est pour ça que tu sais, ce n'est pas une entrevue qu'on va avoir, c'est plus une discussion sur ton expérience à toi. Puis tu sais, je regardais ton LinkedIn cette semaine. Je pense que tu n'as pas toujours été entrepreneur. Tu as été en entreprise et je pense en grande entreprise aussi. Et là, tu es cofondatrice d'une business qui a le vent dans les voiles. Fait que très heureux de t'avoir avec nous aujourd'hui, Marina. Ben, merci encore pour l'invitation. Parle-nous un peu de qui est Eli Health. Est-ce que tu dis Eli ou Eli? Je prononce les deux. Mais... Eli Health, voilà. Alors, parle-nous un peu de ta compagnie. D'où vient le nom, d'ailleurs? Ça vient d'où, ce nom-là, Eli?
En fait, Ellie, mais pour donner un petit peu le background sur la compagnie aussi, on a vraiment commencé la compagnie initialement parce qu'on voulait répondre aux besoins autour de la contraception. On voyait énormément de femmes autour de nous qui n'étaient pas du tout satisfaites par leur méthode de contraception. Puis on trouvait qu'en 2020, ça fait longtemps que ça aurait dû être réglé. Il y a plus de la moitié des femmes qui ont des effets secondaires avec leur méthode de contraception. Ces effets secondaires-là sont devenus considérés comme normaux. Puis en 2020, on trouve que ça ne devrait pas être normal. Fait que c'est vraiment ça qui a parti la première flamèche derrière la création de la compagnie. C'est qu'on s'est demandé, est-ce qu'il y aurait moyen de créer une méthode de contraception qui soit aussi efficace que ce qu'on a sur le marché, mais sans les effets secondaires, puis sans l'aspect invasif de ça. Donc, c'est vraiment comme ça que ça a commencé. Puis de fil en aiguille, on a vu que la meilleure manière d'arriver à ça, ça serait de faire un suivi des hormones. Donc là, il y a eu plusieurs itérations derrière ça. Au début, c'était censé être un patch qui mesure les hormones dans la sueur. Finalement, on est allé vers un appareil qui mesure les hormones dans la salive. Puis en parlant des centaines de femmes et des dizaines de médecins, on s'est aussi rendu compte que ce même produit-là pourrait avoir un impact à toutes les étapes de la vie d'une femme. Donc oui, pour la contraception, mais aussi pour les couples qui essaient de concevoir durant la grossesse, en ménopause, préménopause, postménopause. Donc, la mission vraiment, c'est vraiment étendue. Puis le nom Ellie, ça vient du fait qu'on voyait vraiment le produit comme étant un compagnon dans la vie des femmes, quelque chose comme une espèce d'assistant au day-to-day. Puis on cherchait un nom simple, un nom court, puis un nom aussi unisexe parce qu'on voulait que les personnes qui ne s'identifient pas nécessairement en tant que femmes, mais qui ont biologiquement les mêmes attributs, qui sont aussi inclus. Donc, on cherchait un nom unisexe. Donc, ça a été pas mal simple comme process, c'est qu'on est allé voir vraiment dans les noms unisexes des noms. C'est drôle. C'est drôle, c'est parce que quand on a créé Théo Taxi, au début, là, on n'avait pas le nom, évidemment, là, ça a pris un bout de temps avant qu'on l'ait, mais on a fait exactement le même processus. On est arrivé avec l'idée d'un assistant, un ami, quelqu'un de friendly, un nom court, simple, qui s'exporte. Vous avez fait exactement le même processus, puis vous êtes arrivé avec un nom très sympathique. C'est vrai que Ellie Théo, Ellie Théo, c'est boum, ça s'exporte, tout à fait, c'est exactement le même processus. Mais tu sais, puis là, je pense au marché, tu sais, je mets mon chapeau d'investisseur, là, tu t'adresses à toutes les femmes, en fait. Mais c'est pas toutes les femmes qui vont adopter ce genre de produit-là, parce qu'il y a une question de confiance. Ça va-tu vraiment marcher? Tu sais, si je l'utilise, ça ne marche pas, je tombe enceinte, qu'est-ce qui se passe? Fait qu'il y a quand même un leap, il y a comme un acte de foi, je dirais. Ce qui me mène à la question par rapport à tes clientes. C'est qui ta cliente type? Ouais, donc pour donner aussi le background là-dessus, on a commencé la compagnie l'année dernière, donc en juillet 2019. Donc la première année, ça a été vraiment, ça a commencé d'une idée. Donc la première année, ça a été vraiment prouver que c'est même possible. Même avant ça, voir est-ce qu'il y a vraiment un besoin. Ensuite, prouver que technologiquement, c'est possible. Puis ensuite, faire le prototype de ça, bâtir l'équipe, bâtir des partenariats avec le corps médical, justement, pour avoir cette crédibilité-là, mais aussi accès à ces connaissances-là. Donc, la première année, ça a vraiment été autour de ça. Donc, en ce moment, on n'est pas encore sur le marché, mais en termes de qui on cible comme cliente, on va y aller de manière vraiment step by step. J'ai parlé de la mission à long terme, qui est vraiment d'avoir une présence tout au long de la vie d'une femme. Mais on va commencer par le marché de la fertilité. Donc, aider les couples à concevoir. La raison derrière ça, c'est que c'est un use case où il y a moins de risques, où on peut aller sur le marché plus rapidement. Donc, on commence avec ça, puis la contraception, ça va venir dans un deuxième lieu. Donc, ça s'adresse vraiment en premier lieu aux couples qui essayent de concevoir. Puis ça, c'est un marché en pleine croissance parce qu'en fait, on attend plus longtemps que jamais pour avoir des enfants. Puis la fertilité,
décline avec l'âge. Donc, simplement au niveau biologique, même s'il y a un chiffre culturel énorme qu'on repousse, ben, la biologie n'a pas suivi. Donc, les difficultés de concevoir, il y a 2 fois plus de couples qu'il y a une dizaine d'années à peu près qui ont des difficultés. C'est à peu près un couple sur 6 qui est infertile, puis un couple sur 3 qui a des difficultés assez considérables. Donc, c'est très, très répandu. Donc, c'est surtout à eux qu'on s'adresse en premier lieu. Fait que c'est un use case qui est probant quand même. Tu ne t'adresses pas à 0,0001% de la population. Il y a quand même il y a une tendance forte. C'est un use case clair où effectivement, tu as moins besoin d'avoir cet acte de foi. Exactement. Puis en termes de marché pour la fertilité, ça reste un marché énorme. Juste aux États-Unis, au Canada et en Europe, c'est un marché de 12 milliards de dollars, la fertilité seulement. Donc, c'est un gros marché qui est encore en croissance aujourd'hui puis qui va continuer à l'être dans les prochaines années, vu qu'on continue à reporter encore plus le moment du premier enfant. Wow! Non, mais c'est vraiment super. Vraiment, je n'étais pas au courant là, de ce niveau de détail-là sur votre business. Puis, tiens, on a une question d'un participant. On va la prendre tout de suite pour le fun, au lieu d'attendre à la fin. La sœur de Pascal Houd, la sœur de mon épouse a 43 ans et elle veut concevoir. Seule hic, elle habite au Brésil. Est-ce que vous livrez? Ben, pour l'instant, on n'est pas encore sur le marché. Puis quand on va l'être, on va se focusser sur l'Amérique du Nord en premier lieu. Mais c'est sûr qu'on a des ambitions internationales à très court terme aussi. Donc, en espérant qu'on puisse livrer dans ces autres régions-là dans pas trop longtemps. Est-ce que tu ferais face à des enjeux réglementaires si tu avais à livrer dans d'autres pays? Comment ça fonctionnerait? Est-ce que ce serait un bloquant pour la croissance internationale? Ça dépend des régions, mais pour le premier use case, c'est vu qu'il n'y a pas de risque, en fait, comme le couple qui essaie de concevoir, il est pas enceinte. Et à partir du moment où ça marche, ils atteignent leur objectif. Mais si ça ne marche pas, c'est le statu quo. Donc, il n'y a pas de risque. Dans ce use case-là, l'aspect réglementaire n'a pas vraiment de valeur. Par contre, pour les autres use cases, comme la contraception, à ce moment-là, avoir l'aspect réglementaire dans la loupe, ça ajoute une couche de crédibilité que nous, on trouve nécessaire. On a un seul compétiteur direct qui est approuvé par la FDA aujourd'hui. Puis ce compétiteur-là, comment il a fonctionné, c'est qu'il a fait des ventes pendant quelques années. Il était en Suisse, puis il a pu exporter son produit dans différentes géographies, dont le Canada. Puis tout ça sans avoir l'aspect réglementaire, mais ils se sont fait rattraper un petit peu après coup parce qu'il y a des gens de la communauté médicale qui ont posé des questions, qui ont dit comment ça, ce produit-là est accessible sans qu'il y ait les barèmes adéquats. Donc, nous, on prend une stratégie qui est différente, c'est-à-dire que pour la contraception, on va aller chercher l'approbation réglementaire le plus tôt possible. Donc, c'est pour ça qu'on va se focusser sur des géographies pour vraiment bâtir notre présence dans cette géographie-là, mais aussi bâtir notre crédibilité. Ça va probablement te prendre pour baisser la barrière à l'usage, enlever la friction à l'adoption, je dirais. Ça va probablement te prendre un tiers, une tierce partie, médecin, une association pour certifier. Ça va te prendre des témoignages d'utilisatrices qui... Ça va te prendre, en tout cas, je parle de ce cas d'usage-là, de l'usage contraception, ça va te prendre définitivement une stratégie de go-to-market pour enlever le maximum de friction dans l'expérience. Oui, clairement, c'est pour ça qu'on prend en compte tous ces acteurs-là. Donc oui, les utilisatrices, ça reste celles qui sont au cœur de notre démarche, mais toute la communauté médicale, ça reste un grand focus à toutes les étapes du développement, même maintenant où on n'est pas encore sur le marché. On est en train de créer ces partenariats-là déjà pour que le corps médical soit vraiment impliqué à toutes les étapes du développement pour être sûr qu'on n'ait pas de surprise après coup. Oui, absolument.
Puis je réalise maintenant, tu sais, je te posais la question avant, en préparation, là, tu sais, si la clientèle est influencée par la crise sanitaire ou non, il y a zéro impact sur ta clientèle potentielle actuellement. Là, tu sais, Ben, il y a une accélération en fait parce que Ah oui? pour plusieurs raisons. Donc, il y a beaucoup de femmes qui étaient déjà pas satisfaites avec soit leur méthode de contraception, soit même d'autres aspects autour de la santé féminine. Puis la pandémie vient encore plus accélérer ça parce que les méthodes traditionnelles sont plus difficilement accessibles. Donc, par exemple, aller à la pharmacie ou aller chez son médecin pour avoir une prescription. Ben, ça fait en sorte que des femmes qui étaient déjà dans cette réflexion-là, que ça vient l'accélérer, de un. De deux, il y a énormément de femmes qui ont reporté avoir des effets sur leur cycle menstruel à cause de la pandémie. Ça, il y a des recherches qui sont en cours pour comprendre pourquoi. Est-ce que c'est à cause de la COVID? Est-ce que c'est à cause du stress autour de la COVID? Mais des femmes qui avaient des cycles réguliers jusqu'à maintenant voient leur cycle complètement changer. Donc, le désir de suivre son cycle est aussi en augmentation. Intéressant. Intéressant, vraiment. Et fait que là, tu es en pré-commercialisation, tu as une bonne connaissance de ta clientèle. Quand est-ce que tu vas commencer à générer des revenus? Ben là, on est vraiment en phase, on est en train de clôturer une ronde de financement en ce moment pour aller vraiment au produit qui va être commercialisé, puis à ces premières ventes-là pour ce use case de fertilité. Puis c'est vers la fin 2021. Comme on est une compagnie qui œuvre quand même dans le domaine de la biotechnologie, c'est des cycles de développement qui sont un peu plus longs qu'en software. Ouais. Fait qu'on bouge rapidement quand même. Mais ça fait qu'on doit faire les choses étape par étape aussi. Ça ne te rend pas impatiente? Moi, ça me rendrait dingue attendre 1 an avant de générer des ventes puis avoir tu sais, du feedback de clients. Fait que comment tu gères ça, cette attente-là? On trouve le feedback de d'autres manières. Puis même s'il y a ces cycles-là qui sont plus longs, au day-to-day, ça bouge quand même très rapidement. Puis il y a beaucoup de choses qu'on met en place. Il y a beaucoup de, par exemple, avec les potentielles utilisatrices, j'avais mentionné qu'on a parlé à des centaines de femmes, mais à chaque semaine, on continue d'avoir ces discussions-là. Donc, on garde quand même un lien très étroit avec les utilisatrices potentielles. À chaque étape du développement, on a ces feedbacks-là pour être sûr que ce ne soit pas seulement l'opinion des gens de l'équipe ou l'input des gens de l'équipe, mais aussi des utilisatrices potentielles. Donc, pour donner un exemple, au début, je mentionnais que c'était supposé être un patch qui mesure les hormones dans la sueur. Mais c'est à travers ces discussions-là qu'on s'est rendu compte que certaines femmes disaient que je trouve que ça serait invasif d'avoir quelque chose toujours sur le bras. Donc, c'est au fur et à mesure de ces discussions aussi qu'on s'adapte, parfois avant même d'avoir développé ce qu'on voulait développer. Donc, ça reste qu'on peut avoir ces cycles-là de feedback rapide, même si le big picture prend plus de temps. C'est sûr, c'est sûr. Là tu es en customer discovery, là, comme on appelle dans le jargon. Mais il n'y a rien comme demander à un client de payer pour ton produit, comme validation de ton modèle d'affaires. Fait que comment tu vas valider ça en phase de pré-commercialisation, la méthode de distribution du produit, le price point, comment tu valides ça? Nous, pour la commercialisation, on veut opter pour des partenariats. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on va commencer à mettre en place très rapidement au début de l'année. Donc, par exemple, d'avoir quelques cliniques de fertilité qui font la distribution du produit pour les premières ventes, au lieu d'opter pour du direct-to-consumer. Donc, ces partenariats-là, on peut les mettre en place avant même que le produit soit disponible. Donc, c'est une manière de voir est-ce que les gens sont prêts à payer pour, puis par les gens, je veux dire ces partenaires-là, avant même que le produit soit disponible. Donc, même si il n'est pas prêt à être livré, on peut quand même valider le marché de cette manière-là et au besoin adapter aussi notre stratégie
au fur et à mesure de ces apprentissages-là qu'on aura. Oui, parce que c'est la clé, là, tu sais, Mm-hmm. l'usage du produit, c'est une chose, puis après ça, c'est la disposition à payer qui est la prochaine étape bien importante. Fait que je suis curieux de voir combien. Là, je ne te le demanderai pas parce que tu ne sais probablement pas à ce moment-ci, là, mais as-tu déjà une idée? As-tu une hypothèse? Une hypothèse par rapport aux partenaires, Non, par oui. rapport au prix. Au prix. Combien c'est? Oui, on a déjà une hypothèse, puis on a pu faire des premières validations aussi, voir est-ce que ça fait du sens avec les utilisatrices, avec les potentiels partenaires, mais c'est sûr que ça va être sujet à évolution et à optimisation au fil de ces discussions-là. OK. Fait que mais tu n'es pas prête à le divulguer en ce moment, là. Donc, on vise quelque chose autour de 45 $ par mois. Puis comment on a fait ce price point-là au début, c'est un mix entre ce qui est déjà sur le marché, puis la valeur perçue. Donc, par exemple, la pilule contraceptive, puis la réflexion, ça se faisait beaucoup autour de ça, parce que bien que notre premier cas d'utilisation, c'est la fertilité, la contraception, ça va venir en deuxième lieu. Puis la contraception, c'est aussi le cas d'utilisation où les personnes vont l'utiliser pour le plus longtemps. La fertilité, c'est quelques mois, mais la contraception, c'est plusieurs années, voire une vingtaine d'années et plus. Donc, on veut optimiser beaucoup en fonction de ça. Donc, notre point de comparaison principal, c'était la pilule contraceptive, qui reste le moyen le plus répandu aujourd'hui. Puis pour Qui donner coûte un combien exemple, par mois? Au Canada, par exemple, où on a accès à des assurances, avec les assurances, ça coûte à peu près une vingtaine de dollars par mois. Quand même que les utilisatrices payent de leur poche. Dans certains cas, c'est plus cher, tout dépendamment de c'est quoi qu'on a comme marque. Donc, au début, on visait un prix comme ça, mais après, au fil des discussions, on s'est rendu compte que les utilisatrices étaient prêtes à payer plus pour éviter les hormones, justement, puis éviter OK. Tu as une valeur perçue additionnelle. Exactement, une valeur perçue additionnelle pour le fait d'éviter les hormones, le bénéfice perçu sur la santé, mais aussi le fait de pouvoir avoir des insights par rapport à ta santé hormonale que tu ne peux pas avoir autrement. Donc, c'est pour ça qu'on a opté pour un prix qui est plus élevé, mais tu pourrais aussi, tu l'as sûrement déjà fait, faire des démarches auprès des assureurs pour voir si le produit serait éventuellement assurable, j'imagine. Exactement. On est au tout début de ces démarches-là, mais on a été sélectionné par AXA, qui est un des plus grands assureurs au monde avec 108 millions de clients, comme une des 10 compagnies qui vont avoir un grand impact sur le domaine de la santé féminine dans leur accélérateur corporatif. Donc, avec ça, on a accès à beaucoup de personnes là-bas qui peuvent nous aider à commencer ces discussions-là, puis à nous mettre sur le droit chemin vers l'atteinte de cet objectif-là. Nice, nice. Vraiment, vraiment intéressant. Sérieux, là, c'est un super business case. Puis je vous souhaite de pouvoir l'amener au marché puis de faire croître ce produit-là. Il y a un besoin, puis il y a un énorme besoin. Fait que, tu sais, tu rejoins deux impératifs dans le développement d'une business. C'est quel est le problème, puis est-ce qu'il y en a assez de ce problème-là pour en faire un modèle d'affaires soutenable qui va scaler à terme. Fait que, wow, bien Exactement. intéressant. C'est un moment vraiment excitant pour être en santé féminine parce que c'est un domaine qui a été vraiment laissé de côté pendant plusieurs années. C'était considéré comme étant une niche, même si les femmes, c'est la moitié de la population. Ben, c'est ça. Une des raisons derrière ça, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de femmes entrepreneurs, puis il n'y a pas beaucoup d'investisseurs femmes non plus. Ça fait en sorte que des use cases qui auraient pu être adressés il y a super longtemps, que ça n'a pas été le cas. Donc, dans les dernières années, à peu près les 3-4 dernières années, on a vu vraiment une accélération du nombre de compagnies en santé féminine, puis aussi une accélération des investissements dans ce secteur-là. Donc, c'est vraiment un moment excitant pour être en santé féminine parce que c'est vraiment en pleine expansion. Puis, on a accès à des
à des marchés énormes qui ont été laissés de côté pendant super longtemps. Donc, c'est des vraiment grosses opportunités en ce moment. J'avais plein de questions qu'on n'a même pas posées parce qu'on a bifurqué sur le business case qui est super intéressant, mais tu sais, parlons d'équipe juste un petit peu. Donc, tu es cofondatrice. C'est qui ton cofondateur, puis il fait quoi? Mon cofondateur, c'est Thomas. Donc, lui, c'est un ingénieur ingénieur mécanique avec un background en physique et en hardware. OK. De mon côté, mon background, c'est en sciences de données. Fait qu'on avait chacun une partie de ce qui allait devenir la solution. Puis dans la vie, à côté d'être des cofondateurs, on est aussi un couple. Donc, c'est comme ça que la discussion... Oh my God! Le premier couple que je rencontre dans l'année. Here we go. Exactement. Here we go. Fait que c'est vraiment au cœur de ce qui a lancé la compagnie. Puis on avait chacun une portion de ce qu'allait devenir la solution, tant la portion hardware que data science. Fait que ça s'est fait de manière Un assez couple organique. cofondateur. Hein, parle-moi de ça. Parle-moi de ça. Puis Il y en a de plus en plus. ouais, ben tant mieux, tant mieux. Tu sais, des family business, c'est super. C'est quand même un challenge en même temps, là, tu sais, le défi du quotidien, puis l'usure du quotidien. Comment vous vivez ça? C'est la séparation au business, puis après ça, on se fait un petit souper tête à tête avec des chandelles puis des sushis pour parler d'autre chose. Comment on fait? Ben, souvent, les gens, quand ils me posent la question, ils voient ça du côté plus ben, négatif, de dire comment vous faites pour allier ça. Mais nous, on le voit vraiment comme une force, en fait, parce que l'aspect couple, j'ai bien plus souvent vu ça comme un aspect négatif pour ceux qui étaient pas en couple. Des entrepreneurs, par exemple, qui veulent passer beaucoup de temps sur leur business. Puis c'est ça qu'il faut faire, veut pas. Puis le conjoint ou la conjointe, ben, qui se sent délaissé En dans ça, souffre, ouais. ça amène une pression énorme. Moi, j'en connais beaucoup d'entrepreneurs qui s'amènent beaucoup de friction, le fait qu'ils soient pas sur la même longueur d'onde. Donc, ça fait que nous, on est dans une dynamique où on est exactement sur la même longueur d'onde, que c'est entendu que la priorité, c'est le travail, qu'on travaille beaucoup, qu'on travaille tard, puis c'est ça qu'on veut. Donc, ça fait en sorte qu'il y a une vraiment belle complicité, puis qu'on a une dynamique aussi de confiance qui fait en sorte qu'on peut se donner du feedback direct, constructif, quelque chose que peut-être avec d'autres personnes, ça prend plus de temps à bâtir. Ben, nous, on l'a eu quand même assez tôt dans le processus, donc on voit vraiment ça comme un unfair advantage plus qu'autre chose. Ben oui, c'est pris comme ça, absolument. Puis tant mieux, tant mieux. Tu sais, vous êtes à ce moment-là dans votre vie, puis vous allez mettre tout votre cœur dans le développement de cette business-là. C'est fantastique. Sérieux, là, je suis vraiment. Je suis très enthousiasmé par ce que j'entends aujourd'hui de ta business, Marina. C'est vraiment inspirant. Je suis content de t'avoir eu en entrevue pour qu'on archive ça puis qu'on garde ce témoignage pour d'autres entrepreneurs. Tu sais. Puis je finirai avec ma dernière question. Je ne sais pas si tu l'avais vu dans les notes que je t'ai envoyées, puis c'était une réponse préparée ou non. Tu t'enverrais quoi comme message aux autres entrepreneurs qui démarrent comme toi? Ah, j'ai pas de réponse préparée pour ça, mais lâchez pas. C'est des moments qui peuvent être représenter des opportunités pour plusieurs, tout dépendamment si tu es dans le domaine de la santé ou de la santé numérique. C'est un très bon moment pour être là. Je sais que pour d'autres entrepreneurs qui sont dans d'autres secteurs comme le tourisme, c'est plus difficile. Mais de se focusser sur les opportunités parce qu'avec tout changement puis avec tout contexte qui est en évolution, oui, ça amène son lot de challenges, mais ça amène aussi son lot d'opportunités qu'il n'y avait pas il y a quelques mois. Donc, de se focusser là-dessus. Bon, ben écoute, famous last words, Marina. Merci de t'être prêté au jeu. Puis je te souhaite longue vie à Ellie Health
Je souhaite que vous bâtissiez une compagnie qui va avoir un siège social à Montréal avec plusieurs milliers d'employés en haute technologie et que vous soyez la fierté de Montréal. Fait que, je te souhaite ça et je nous souhaite ça comme écosystème. Ben, merci beaucoup. Merci, Marina. Bye. Alors, vu que c'est moi l'animateur, j'ai le dernier mot, j'ai le mot de la fin. Ça termine notre 20e édition de ce webinaire et l'avant-dernière édition. Et je vous dis à dans 2 semaines. Dans 2 semaines, on a la visite de Paul Allard, qui est cofondateur d'Impact Finance, donc dans le domaine de l'investissement impact. Et nous avons aussi Philippe de Eponix, le cofondateur d'Eponix, qui va être avec nous. Donc, on va avoir un webinaire qui va traiter à la fois d'impact social puis d'impact environnemental. Super important, 2 sujets, puis ça finit bien, ça va clore l'année. Puis ça va être mon dernier webinaire, mon dernier Mercredis Startup. Fait que c'est quand même avec un petit pincement de cœur que je vous dis ça, mais en même temps, j'espère que la tradition va se poursuivre dans la prochaine année. Donc, je vous dis au revoir. Merci encore à Kyle et à Marina. Je vous souhaite une belle fin de journée et on se voit dans 2 semaines. Salut tout le monde. Ciao.